Merci Serge, et donc je passe la parole à Armand Sambasambelli, qui est donc avocat et président de l'Institut des droits de l'homme de Grenoble. Merci, bonsoir. Alors, on m'a donné, lorsqu'on m'a invité, on m'a donné comme thème les possibilités de défense. Après avoir entendu M. Portelli, il va falloir que j'adapte un peu, je vais dire, mon intervention. Je pourrais commencer par deux réflexions. La première, c'est celle du président de la République, dans le cadre de cet état d'urgence, puisqu'il s'est exprimé au Congrès. Lorsqu'il s'est exprimé au Congrès, il a eu cette phrase « Il faut défendre la République sans l'abîmer ». Donc moi, c'est ce qui m'a interpellé, c'est sans l'abîmer. Parce qu'on était en état d'urgence et que moi, avocat, quand je voyais les mesures qui étaient prises et les dérives qu'on pouvait voir sur le terrain, je me demandais est-ce que finalement, il était parvenu, est-ce qu'il lui appartenait à ce moment-là de réfléchir un peu sur les conséquences de cet état d'urgence. Et la deuxième phrase, c'est celle du second couple de l'exécutif, puisque c'est le Premier ministre qui, lorsqu'on lui parlait des dérives de l'état d'urgence, disait que expliquer, c'est commencer à excuser. Pour un avocat, c'est assez dangereux, parce qu'en général, et je parle sous le contrôle d'un magistrat, lorsque je suis le porte-parole de mon client, je n'essaie pas de justifier nécessairement ses actes. J'essaie parfois d'expliquer, d'être son porte-parole, de savoir pourquoi tel ou tel acte a été commis. Et si je ne peux plus expliquer les actes de mes clients, au motif que toute explication est une excuse, on a un problème, effectivement, et je crois que la République s'abîme un petit peu plus par certaines phrases que prononcent les hommes politiques. Et sur les possibilités de défense maintenant, alors je serais tenté de dire, c'est difficile de trouver une réponse simple, parce qu'on va se dire, se défendre contre qui, contre quoi, mais surtout comment. Se défendre contre qui? Alors on a l'état d'urgence, on se dit que c'est une loi qui nécessairement est restrictive des libertés, puisqu'on dit que c'est une loi dérogatoire, qu'elle permet de prendre des mesures qu'on ne prendrait pas en temps normal. Mais alors, la question qu'on se pose sur l'effectivité de recours, de possibilités de défense, pour nous, au niveau de la justice, on va dire avocat, c'est quel juge d'abord. C'est très important. Quel juge? Se défendre devant quel juge? Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en état d'urgence, et ça c'est un mouvement de fond, je serais tenté de reprendre un peu ce qu'a dit tout à l'heure M. Portelli, mais c'est un mouvement de fond, on a de plus en plus un glissement de, j'allais dire, de la police, des mesures d'investigation de la police, un glissement de la police judiciaire vers la police administrative. Or, c'est en matière de liberté, notamment de liberté individuelle, on n'a pas les mêmes garanties selon qu'on se retrouve devant l'un ou l'autre juge, puisque ce n'est pas totalement, j'allais dire, la même chose. Ça, c'est une réflexion, évidemment, donc quand je pose la question, quel juge? Parce que, bien évidemment, quel juge, c'est quelles conséquences? En matière de police administrative, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout simplement, vous avez, c'est le cas de l'état d'urgence, vous avez l'autorité judiciaire qui est compétente normalement en la matière, qui voit son pouvoir, vous me permettrez cette expression un peu cavalière, squeezé, son pouvoir un peu squeezé, et qui passe à l'autorité administrative, c'est-à-dire au préfet. Et le préfet, quelles sont les mesures qu'il prend? Le préfet, en général, au jour d'aujourd'hui, prend 4 mesures connues aujourd'hui. C'est l'assignation à résidence, c'est les perquisitions administratives, ce sont les fermetures de lieux de culte, et c'est souvent un peu moins l'interdiction de réunion. Alors, sur la fermeture des lieux de culte, c'est assez intéressant parce que toutes les études montrent que la radicalisation ne se fait pas dans les lieux de culte. Ça se fait principalement sur 2 éléments, soit en détention, soit sur Internet. Donc à partir de ce moment-là, la fermeture des lieux de culte, à partir du moment où les services de renseignement, en règle générale, qui ont la surveillance des lieux de culte, savent très bien que ceux qui se radicalisent ne se retrouvent pas nécessairement dans les mosquées. Et d'ailleurs, ils sont, des primo-croyants. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas véritablement la religion, pour parler de la religion musulmane qui est mise en cause, donc ils ne connaissent pas véritablement cette situation-là.
Donc sur la fermeture des lieux de culte, utilité, pertinence, la question se pose. Deuxième élément sur l'assignation à résidence. Alors c'est l'élément qui fonde effectivement la compétence de la justice administrative, puisque là, et on est en train de l'évoquer tout à l'heure, ce n'est pas une mesure prise par un magistrat judiciaire. Nous, magistrat judiciaire en général, on a ce qu'on appelle le contrôle judiciaire, une personne dont on estime qu'il y a des éléments plus ou moins concordants permettant de laisser penser qu'il a commis un acte, et dans le cadre des mesures d'investigation, donc on le place sous contrôle judiciaire. Là, on a juste une suspicion. On a une suspicion, et en raison de cette suspicion-là, on va placer cette personne sous le régime de l'assignation à résidence. Et comme c'est le préfet qui prend cette mesure, c'est de la compétence du juge administratif. Ce n'est pas de la compétence du juge judiciaire. Et le Conseil d'État qui a été saisi, et qui a d'ailleurs envoyé dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, a dit que les mesures d'une assignation à résidence, où on obligeait parfois les individus à aller signer 3 à 4 fois par jour, n'étaient pas une atteinte à la liberté individuelle, que c'était une mesure de restriction de liberté. Vous allez expliquer ça à votre client, cette différence sémantique, je crois qu'il ne va pas bien la comprendre. Parce que si vous lui expliquez que pendant 4 fois par jour, il doit aller signer dans une gendarmerie ou un commissariat, et que ce n'est pas une atteinte à sa liberté individuelle, alors même qu'il n'est pas nécessairement mis en cause, officiellement mis en cause, ça pose problème. Ça pose d'autant plus problème que finalement, les juridictions administratives, bon, il n'y a pas de magistrat administratif, donc je ne vais pas taper sur la juridiction administrative, mais elles sont parfois frileuses. Frileuses parce que ces assignations à résidence interviennent souvent sur la base de notes dites blanches. Les notes blanches, ce sont des notes des services de renseignement qui permettent de dire simplement, on ne sait pas comment, que tel individu, parce qu'il porte une barbe un peu trop longue, ou tel individu, parce qu'il est passé à côté de tel endroit, on peut laisser penser que cet individu serait en train soit de préparer un acte terroriste, ou en tout cas se serait radicalisé. Et ce sont ces notes qu'on brandit devant les magistrats administratifs. Alors vous imaginez bien qu'en règle générale, le magistrat administratif, il se dit, ça vient des services de renseignement, donc nécessairement, il ne va pas aller contre cette note dite blanche. Sauf qu'il y a eu une récente décision, effectivement, du Conseil d'État, fort heureusement, où les avocats, finalement, ont réussi à démontrer qu'il était impossible que l'individu concerné par la note blanche ait pu se trouver à l'endroit indiqué, ou s'il était à l'endroit indiqué, qu'il n'était pas en situation de repérage d'un domicile de quelqu'un pour commettre un quelconque attentat. Et sur la base de ces éléments-là, le Conseil d'État a donc suspendu cette assignation à résidence. Mais c'est le Conseil d'État. C'est la petite difficulté que j'ai, c'est que je voudrais qu'au niveau des magistrats des tribunaux administratifs, il y ait un peu plus d'audace, parce que s'il faut remonter au Conseil d'État, on a eu beaucoup de privations de liberté entre-temps, et les notes blanches, bien évidemment, il faut s'interroger sur la portée et la pertinence juridique de ces notes blanches. C'est d'autant plus important parce que, globalement, l'administration se contente d'indiquer que suspendre l'exécution de la mesure d'assignation à résidence en raison du défaut de pertinence de la note blanche, c'était mettre en péril l'État. Ça fait un peu gros si à chaque fois qu'on essaie de défendre, parce qu'on parle de droit de recours, de défendre un citoyen qui dit « mais je n'ai absolument rien fait » et qui est obligé de démontrer qu'il n'a rien fait alors que c'était finalement à l'administration de démontrer qu'il a fait quelque chose ou qu'il était en train de préparer quelque chose. Et donc ça pose problème. Alors, sur les voies de recours, bien évidemment, il faut saisir les magistrats, il ne faut pas, même si on est parfois dégoûté, il faut faire preuve d'âpreté, d'opiniâtreté, et donc aller devant les juridictions. Mais pour parler technique, 2 minutes, quand on va devant un magistrat administratif, il faut une motivation de notre requête. C'est-à-dire que lorsque vous estimez qu'une liberté est menacée, il faut dire laquelle. Si vous ne dites pas quelle liberté est menacée, le magistrat sera un petit peu embêté et va devoir vous débouter. Alors les libertés, c'est celles qu'on connaît. J'allais dire petit clin d'œil, pour faire une petite différence encore là sémantique, c'est que le juge administratif n'est pas totalement dépourvu en matière de défense des libertés. C'est le juge traditionnel de ce qu'on a longtemps appelé les libertés publiques,
que nous connaissons, liberté d'aller et venir, liberté de réunion, liberté d'expression parfois, et d'autres libertés. Mais simplement, il n'est pas le juge de la liberté individuelle. Et lorsque, bien évidemment, les gens ont une restriction de liberté personnelle, ça pose effectivement problème, et c'est normal, parce qu'au niveau de la Constitution, il y a bien un article 66 qui donne au juge judiciaire, qui lui dit qu'il est le gardien des libertés individuelles. Or, curieusement, ce qui se passe avec l'état d'urgence, c'est que le juge judiciaire, on n'a pas trop envie de voir dans la procédure, on ne sait pas trop pourquoi, parce que je vois très mal, en matière de terrorisme notamment, on nous dit que ça manquerait d'efficacité de saisir le juge judiciaire. Vous savez, y compris les perquisitions de nuit ou la saisine de je ne sais quel officier de police judiciaire pour opérer des actes, j'ai jamais vu un procureur de la République le refuser, hein. Je parle sous contrôle, mais j'ai jamais vu un procureur de la République le refuser. Et dans la loi pénale, il y a déjà la possibilité d'organiser des perquisitions de nuit, notamment en matière de terrorisme. Et donc, pour reprendre un peu ce qui a été dit tout à l'heure, et c'est un peu ce que nous disons depuis un mois et demi, quels sont les outils qui manquent au gouvernement aujourd'hui pour assurer efficacement, j'allais dire, la sécurité des citoyens? Et on arrive finalement à un empilement de textes qui sont en réalité des textes gadgets. C'est des textes gadgets parce qu'on a eu la loi sur le renseignement où M. Jean Boas, qui était président de la commission des lois à l'époque, nous indiquait qu'il s'agissait de donner les moyens aux services de renseignement, les moyens juridiques aux services de renseignement d'opérer efficacement. La loi a été votée, me semble-t-il, depuis juillet 2016. Est-ce que les services de renseignement aujourd'hui n'ont pas les moyens de continuer à agir efficacement? Cela vous a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, l'encre ne sèche même pas, qu'on recherche un nouveau texte. C'est-à-dire que la loi, et ça c'est assez important de se poser la question du sens de la loi. La loi n'est pas faite uniquement pour servir de symbole. Et j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. La loi n'est pas effectivement un symbole. La loi permet de garantir l'effectivité des droits des citoyens, de chacun, des devoirs et des obligations. Ce n'est pas fait pour des symboles, et notamment des symboles politiques. Et donc, pourquoi? Parce que quand on commence à faire des symboles politiques, on peut avoir des effets collatéraux. Et les effets collatéraux, c'est ceux que nous voyons aujourd'hui, ceux que nous défendons, où nous arrivons par des perquisitions, où il y a des jeunes enfants, des personnes dans le quartier, on arrive en perquisition, on ne trouve absolument rien, et bien on s'en va en ayant cassé la porte. C'est ce genre de dérive qui pose problème dans le cadre de l'état d'urgence, parce qu'on se dit, est-ce qu'il n'aurait pas été possible de le faire dans le cadre commun? Et la réponse est oui, il aurait été possible de le faire dans le cadre commun. Sur l'opportunité, à l'issue des attentats du 13 novembre, qu'on prenne une mesure qui soit celle, effectivement, de l'état d'urgence sur les 12 premiers jours. M. Boas lui-même, président de la commission des lois, avait fait une commission d'évaluation de l'état d'urgence, a indiqué qu'au bout de 12 jours, et surtout après la première prolongation de l'état d'urgence, cette mesure n'avait plus d'efficacité. Parce que bien évidemment, vous imaginez que s'il y a des terroristes, ils s'adaptent assez souvent. Vous avez dû voir le débat, je glisse un peu une petite digression, mais il y a un débat aux États-Unis qui dit que le patron de la NSA, l'agence de sécurité américaine, un amiral de son État, a indiqué qu'ils auraient pu prévenir la France des attentats du 13 novembre, mais qu'ils n'ont pas pu parce que le portable des terroristes était chiffré. Donc ça veut dire que les terroristes maîtrisent la technique, donc ils ne vont pas attendre le moment où on est en état d'urgence pour agir. Vous comprenez très bien qu'eux aussi ils évoluent, d'autant plus que si on fait un petit historique sur les mesures en termes d'état d'urgence, ben on a connu Vigipirate depuis 20 ans, voire un peu plus, et que Vigipirate était déjà censé lutter et prévenir le terrorisme. Donc quand on prend des mesures qui deviennent pérennes, mais qu'elles deviennent des mesures gadgets, elles perdent leur efficacité. Il vaut mieux avoir, me semble-t-il, la possibilité de dire aux gens qu'on a pris une mesure, le courage politique d'ailleurs, puisqu'on nous parle aussi de sondages. On nous dit que si on regardait les sondages, tous les Français seraient pour la prolongation de l'état d'urgence. C'est peut-être, je ne suis pas politicien, mais si on faisait pareil et qu'on repartait en 81, les Français étaient majoritairement pour la peine de mort. Donc il faut avoir un peu de courage politique, d'expliquer aux gens que c'est pas ça qui va empêcher les attentats, qu'il faut faire une différence entre le sentiment d'insécurité et l'insécurité elle-même, qu'un pays comme les États-Unis
où il y a des assassinats, j'allais dire, tous les jours, non pas parce qu'il y a plus de crimes qu'en France, c'est pas ça le problème, c'est que vous savez qu'aux États-Unis, les ventes d'armes sont libres. C'est un droit constitutionnel, c'est le second amendement. Et il y a toujours des massacres aux États-Unis. Et ils sont toujours sur le Patriot Act. Et il ne me semble pas que ça empêche quoi que ce soit. Tant que ce n'est pas des étrangers, les Américains ne se sentent pas en insécurité, même s'ils meurent tous les jours. Donc c'est un sentiment. Ce n'est pas l'insécurité réelle. Et donc les mesures d'état d'urgence ne doivent pas répondre à un sentiment d'insécurité. Elles doivent participer à ce qu'il y ait un équilibre, un arbitrage entre la nécessaire sécurité de tous et la garantie des libertés de chacun. Et la garantie des libertés de chacun, c'est celle-là qui est fondamentale. Nous, au niveau de Grenoble, et pour terminer, je ne serai pas plus long que cela, avec l'Institut des droits de l'homme et des confrères, nous avons eu la possibilité de faire annuler des décisions prises par le préfet, et notamment le préfet de l'Isère, dans le cadre de mesures de perquisition administrative. Ces perquisitions administratives ont permis aux services de police de se rendre chez les individus. Et lorsque nos confrères qui étaient de permanence ont regardé les actes du préfet qui permettaient d'opérer ces perquisitions, ils ont tout simplement remarqué que, parfois il n'y avait pas de nom, ça n'avait pas été remis à la bonne personne, et surtout que ça visait parfois une barre d'immeuble et on ne sait pas comment les policiers ont trouvé l'appartement qu'il fallait. Et donc, sur la base de ces éléments-là, ils ont soulevé les nullités devant le tribunal correctionnel. Je pense que ce jour-là, ce tribunal était présidé par Madame le Président du tribunal de grande instance. Elle n'appréciait pas effectivement un peu la manière dont les choses étaient faites, mais surtout que la loi était parfaitement claire et qu'il y avait eu là, lorsqu'on parle de perquisition administrative, on peut comprendre, mais lorsqu'il y a des saisies qui sont faites et des saisies incidentes, il y a nécessairement la prérogative de l'autorité judiciaire, et que comme l'autorité judiciaire n'avait pas été avisée, on ne discutait même plus, les actes par lesquels on avait opéré ces saisies étaient nuls, et par conséquent toute la procédure subséquente. Que les magistrats réagissent de la sorte, ça nous donne espoir. C'est ce qui nous permet de nous dire que même si l'état d'urgence est un état exceptionnel et dérogatoire, la loi du 20 novembre 2016, c'est une loi, elle a été prise par les représentants du peuple, 2015, elle a été prise par les représentants du peuple, mais nous sommes dans un système où la légalité peut être encore contestée, que les voies de recours existent, autant devant le juge administratif que devant le juge judiciaire, que l'efficacité est peut-être différente, parce que l'atteinte aux libertés est nécessairement différente à ce moment-là, mais que ces voies de recours, comme disait tout à l'heure M. Portelli, ont tendance à s'amenuiser, à se réduire, parce que tout simplement on revient à chaque fois à la charge et on en remet à chaque fois une couche, et que donc, j'allais dire, le périmètre des libertés s'est réduit énormément. En date, l'une des dernières décisions du Conseil constitutionnel qui n'arrête pas de réduire à la portion congrue les prérogatives du juge judiciaire. On ne sait pas trop pourquoi cette défiance-là. C'est un peu difficile à comprendre. Voilà ce que je voulais vous dire.